Tac. Hop, alors je vois qu'il y a quelques personnes déjà présentes. Alors on va attendre un petit peu, on s'est logué un petit peu en avance. On a un petit peu le temps. Ok, donc ça se remplit, super. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que ce que je vais vous présenter va pouvoir vous aider. Allez, encore une petite minute et on commence. Bonjour Candice. Donc il y a un petit chat, il y aura des questions aussi. Je vais expliquer un peu le déroulé de la présentation juste après. On va attendre un petit peu encore. Ok. Allez, bah, je vous propose, comme on est déjà plusieurs personnes qui sont connectées un petit peu en avance, et pile à 11 heures. Donc merci à vous d'être là. Donc je vais vous présenter. Alors comment ça va se dérouler? Donc on a à peu près, allez, entre 45 minutes environ de présentation avec des questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à bien noter vos questions. On le fera à la fin, comme ça je vais dérouler moi mes slides et comme ça je répondrai un petit peu à toutes vos questions, voilà, si vous en avez à la fin du webinaire. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment booster vos ventes en 2025 sans dépenser plus. Je vais vous présenter des méthodes simples et gratuites pour aller améliorer vos conversions sur votre site e-commerce. Donc déjà, je commence par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Ludovic Henrérou, je suis le Head of Acquisition chez 410 Gone. Je suis aussi récemment CRO. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Conversion Rate Optimization. Ça va être de l'expérimentation orientée A/B test pour augmenter les taux de conversion sur un site ou une application, mais pour nous, c'est un site e-commerce. Donc moi, j'ai 15 ans d'expérience en e-commerce, j'ai eu mes propres sites e-commerce, je fais de l'acquisition en organique, donc SEO et Ads depuis une dizaine d'années également. Je fais des formations, Google Ads essentiellement, mais ça peut être sur du Meta Ads aussi et du GA4. J'ai plusieurs certifications qui sont assez complètes entre Google Analytics 4, plusieurs certifications Google Ads pour l'acquisition payante. Je suis aussi certifié en marketing automation, donc par Brevo, enseignement Sendinblue pour ceux qui connaissent. Également en funnel builder, donc la création de tunnels de vente ou tunnels d'acquisition de leads. Et récemment, comme je disais avant, une certification chez Caméléon, qui est un outil d'A/B test assez puissant, outil français qui nous permet d'avoir une vision stratégique justement sur toutes ces campagnes d'expérimentation. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, maintenant que c'est fait, je vais vous présenter. Donc moi, j'ai une approche qui est basée sur 5 étapes. Quand je prends en main un site e-commerce chez 410 Gone, elle est structurée et l'idée, c'est d'aller chercher des actions assez immédiates que tout le monde peut faire. On n'y pense pas forcément. Donc l'idée, c'est de vous délivrer quelques actions sans passer par des outils payants, etc., comme Caméléon que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il y a des choses déjà à faire. Il y a l'utilisation de GA4. Je parle de GA4 ici, ça peut être d'autres outils d'analyse comme Matomo, il en existe plein, mais bon, GA4 est quand même plus de 95% installé sur les sites e-commerce aujourd'hui. Et je vais vous parler de Microsoft Clarity, qui est une solution aussi de heatmap qui est entièrement gratuit versus par exemple un Hotjar qui est une licence payante. Et on parlera des actions immédiates à mettre en place. Donc le premier point, c'est de capitaliser sur ce qui fonctionne déjà. C'est-à-dire que souvent, je suis face à des clients qui ont des problématiques de taux de conversion, d'augmenter le chiffre d'affaires. On est bloqué, on ne sait pas où aller. Et le premier réflexe,
c'est de mettre on va dire un focus sur l'acquisition. Donc, ça va être du Google Ads, on va aller chercher plus de SEO, on va faire du média social, etc. Mais en vrai, on peut déjà regarder ce qui fonctionne déjà. Alors, il faut qu'il y ait un certain historique sur votre site e-commerce. Ça peut pas être un site e-commerce neuf. Non, c'est vrai que dans le cadre de cette présentation d'aujourd'hui, on part d'un site e-commerce qui a déjà peut-être même une année, ça suffit en fonction des volumes que ça peut représenter, ou quelques années, d'accord? Donc, la première phase, moi, ce que je propose, c'est d'aller chercher les best-sellers. On va regarder déjà nos produits, identifier ce que j'appelle moi les champions. C'est ceux qui on sait qu'ils vendent, soit parce qu'il y a une trend, il y a une grosse tendance, soit parce que vous êtes très bien positionné sur ces produits-là, vous avez un prix qui est hyper concurrentiel, je sais pas, voilà, il y a quelque chose qui fait sur votre site e-commerce que vous avez des produits winners. Et on va capitaliser dessus. Ok. On va faire la même chose avec des pages. Il n'y a pas que les produits sur un site e-commerce. Je ne connais pas les stratégies de tout le monde, mais en général, on va avoir un e-commerce qui va être vraiment le site marchand, qui va être vraiment la machine à vendre. Et à côté, souvent pour le SEO, pour de la longue traîne par exemple, on va avoir toute une multitude de pages, souvent des articles de blog qui vont drainer de la longue traîne. Et souvent, ces pages-là sont sous-exploitées parce qu'on va générer du contenu pour du contenu. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce trafic qui arrive sur ces pages-là? On va en parler juste après. Un troisième point, c'est les flux de produits. Je rencontre encore beaucoup d'e-commerçants qui ne font pas d'ads encore, par exemple, ne font pas de Google Ads. Donc, du coup, ils n'ont pas de Merchant Center. Je ne sais pas si tout le monde connaît le Merchant Center, on va l'évoquer un peu tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier qu'un e-commerce, de base, il doit avoir son site sur le Merchant Center. Pourquoi? Parce qu'il y a les fiches gratuites. Et donc, on peut aller positionner nos produits directement, gratuitement, sur la SERP de Google dès qu'il s'agit d'un shopping, par exemple. D'accord? Et ça, pareil, ça doit être un réflexe et on doit l'utiliser et bien l'utiliser. Et le point D, là, ça mérite aussi un petit peu déjà d'historique, c'est qu'on va aller chercher, regarder notre base de données clients. Et ça, c'est hyper important, c'est aussi sous-exploité. On a de l'exploitation à faire là-dessus. On va capitaliser sur nos clients existants. C'est beaucoup plus simple d'aller chercher des clients existants pour faire de la vente, de la fidélisation. Ça coûte moins cher que d'aller chercher des nouveaux clients. Et ça, il faut aussi capitaliser dessus. Donc, en 4 points, déjà, on regarde ce qu'on a, on regarde ce qui fonctionne et on va faire le focus là-dessus. Donc, les outils pour identifier les forces et les faiblesses. Donc, on va utiliser Google Analytics 4 dans notre cas, je reste que sur ce produit-là. On a aussi Google Ads. En général, si ce n'est pas le cas, moi, ça m'étonnerait, mais chaque e-commerce aujourd'hui devrait avoir un compte Google Ads avec des campagnes qui tournent sur un compte Google Ads. Et on a aussi évidemment le dashboard de votre e-commerce. Que vous soyez sur un Magento, un Shopify, PrestaShop, ce que vous voulez, vous avez des données à exploiter directement dans votre dashboard. Donc, il faut qu'on s'assure qu'on ait déjà ces comptes qui soient bien ouverts, ce qui est forcément le cas pour vous, je pense. Mais aussi, il faut bien les configurer, que ce soit GA4, Google Ads, etc. Il faut bien les configurer. On va identifier les produits winners. Donc là, on se focalise vraiment sur le e-commerce. Donc, on a les rapports GA4. Donc, on va utiliser nos rapports e-commerce de GA4 pour sélectionner nos meilleurs produits. On a les rapports Google Ads. Pareil, on va analyser nos campagnes et on va isoler les produits à forte rentabilité. Et on a le dashboard e-commerce pour aller chercher, pareil, nos best-sellers qui peuvent remonter directement dans notre e-com. Dans un rapport GA4, vous allez dans GA4, vous avez un rapport e-commerce. Alors, en général, c'est par défaut. Quand vous avez créé votre propriété GA4, ça vous demande si vous allez vendre des produits, si vous faites de la génération de leads. Quand vous mettez que vous vendez des produits, Google Analytics va vous créer une interface assez classique et assez mutualisée par rapport à toutes les personnes qui utilisent GA4. Et vous avez un onglet monétisation et un onglet justement achat e-commerce. Et dans cet onglet-là, vous pouvez avoir un tableau qui remonte toute la liste des articles. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous avez un problème déjà de tracking. Donc ça sera le premier indice aussi, c'est vérifier votre tracking. Tout votre site e-commerce doit remonter dans GA4. Vous devez avoir votre chiffre d'affaires qui remonte, vous allez avoir les produits, vous voyez, on a bien les noms des produits. Vous pouvez avoir aussi tous les événements liés à l'e-commerce, les add to cart, les achats, les begin checkout, tout ce parcours d'achat, vous devez le retrouver sur GA4.
moi, il m'arrive quand même assez régulièrement encore, et c'est surprenant, que j'arrive sur des sites e-commerce où on a 0 sur la partie e-commerce. Pourquoi? Parce que le tracking n'est pas mis en place. Donc, une fois que vous assurez que le tracking est mis en place, vous allez voir votre liste, votre inventaire de produits directement dans GA4. Et ici, vous pouvez voir différentes colonnes d'informations à checker. On a déjà les articles les plus consultés. Donc ça aussi, c'est une première métrique pour vous, hein, c'est une première KPI à analyser. C'est quels sont mes produits les plus consultés. Ensuite, est-ce qu'ils sont mis au panier? Je peux avoir des produits qui sont avec un volume de consultation importante, mais bizarrement, ils ne sont pas mis au panier. Il y en a très peu. Donc là, déjà, c'est une première alerte. Pourquoi j'ai beaucoup de visiteurs sur cette page-là, sur ce produit, ça intéresse, mais peu de mettre au panier, versus d'autres produits, par exemple. D'accord? Par exemple, dans cet exemple-là, première ligne, j'ai 1100 articles consultés, j'en ai 141 mis au panier. À l'inverse, celui-là, j'en ai moins, j'en ai que 1000, mais il a été beaucoup mis au panier. D'accord? Donc ça, c'est une première alerte, une première indication qui vous dit, OK, qu'est-ce qui se passe avec ce produit? Est-ce que c'est mon prix? Est-ce que c'est les photos de ce produit? Pourquoi il ne donne pas envie de mettre au panier, etc. D'accord? Et ensuite, vous avez différentes, évidemment, colonnes que vous pouvez regarder dans votre GA4 et vous allez avoir le chiffre d'affaires que représentent tous les produits. Donc, vous pouvez classer par ordre décroissant dans votre colonne. Et ça va vous permettre d'identifier vraiment vos produits winners depuis votre GA4. C'est-à-dire, OK, celui-là, je sais qu'il me ramène tant de chiffre d'affaires tous les mois. Alors, je vais mettre celui-là en avant. Et on verra juste après comment on fait pour les mettre en avant. On va faire un peu la même chose dans Google Ads. Je vais aller identifier mes campagnes dans Google Ads et je vais aller voir mes produits. Je vais regarder quels sont les produits qui génèrent le plus de clics, avec le plus d'impressions. Donc, le CTR va être très important pour nous. Savoir le coût que ça me coûte aussi d'aller chercher ce produit, le volume de conversion et le chiffre d'affaires que ça génère. Là, vous allez aussi avoir tout de suite vos meilleurs produits qui vous coûtent tant d'euros à l'acquisition, mais qui vous rapportent tant de chiffre d'affaires. Et vous faites une sélection. Moi, j'aime bien faire des top 10 pour commencer. Le top 10, c'est parfait, ça permet d'être focus, on reste sur notre stratégie, on reste vraiment bien centralisé sur ça, sur cet effort-là, et ensuite, on peut réitérer et agrandir le réseau. Une erreur aussi à ne pas commettre dans Google Ads, c'est de mettre tout votre catalogue. Donc, on peut le faire dans une première phase de recherche d'opportunités, de récolter de la donnée. Mais une fois que c'est fait, il faut vraiment faire ce travail-là, d'isoler vos produits en différentes familles de produits, on va dire, dans Google Ads. Les produits winners, des produits zombies, des produits qui vous crament beaucoup de budget, qui ne vous rappellent aucune vente, etc. Et après, vous allez faire une structure de campagne Google Ads qui sera complètement différente. OK ? Alors, pour ce faire, soit vous le faites dans l'interface, mais il existe aussi une multitude de bibliothèques de Google Ads Script que vous pouvez trouver sur Internet aujourd'hui, que vous pouvez installer sur votre compte et qui peut faire cette catégorisation. Il va vous dire quels sont les produits winners, quels sont les produits un peu zombies, ceux qu'il faut vraiment éliminer de vos campagnes, etc. D'accord ? Donc ça, faites une petite recherche sur Internet. Vous avez des scripts payants, mais vous pouvez aussi en trouver des gratuits. Le Merchant Center. Donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué un petit peu tout à l'heure en introduction. On est censé, quand on a un e-commerce, avoir tous un compte Merchant Center. Il y en a encore qui n'en ont pas. Donc ça, je vous invite fortement à le faire. D'accord ? Il vous faut un compte Merchant Center. Vous pouvez créer des flux de produits depuis votre site e-commerce, les importer dans le Merchant Center sans passer par des modules payants que vous pouvez retrouver dans vos CMS. D'accord ? Donc les modules payants, en général, ils sont quand même bien faits. Ça fait que ça va vous générer des flux de produits qui sont déjà bien optimisés. Ça peut vous faire des flux que vous pouvez envoyer sur aussi différents marketplaces. Vous pouvez envoyer sur du Amazon, du Meta, vous pouvez envoyer sur Google Ads, etc. Donc, ça peut être pertinent à un moment donné. Mais comme on reste dans ce webinaire dans un objectif de gratuité, qu'est-ce que je peux mettre en place d'une façon sans dépenser du budget supplémentaire? Sachez que vous pouvez faire un export de votre back-office e-commerce via un Google Sheet, par exemple un CSV, et l'importer dans le Merchant Center. Du coup, vous allez vous retrouver avec tout votre catalogue directement dans le Merchant Center. Ce qui va vous permettre après, une fois que ça va tourner, d'aller analyser les performances produits. Vous avez une multitude de menus et de possibilités dans la nouvelle version du Google Merchant Center, ce qu'on appelle le Merchant Center Next. Et du coup, vous pouvez vraiment analyser. Il y a des recommandations, il y a plein de choses à voir. Et par exemple, ici, quand vous allez dans Produits,
bah, vous avez la possibilité aussi d'apporter des corrections. Donc ça aussi, c'est vraiment, il faut corriger toutes les erreurs. Ça, c'est vraiment très important. Mettez à jour votre Merchant Center, restez bien optimisé, que ce soit dans le paramétrage du compte Merchant Center, que ce soit dans la configuration des retours, etc., des produits. Hein, ça, c'est très, mais bon, vous voyez, prenez la main, tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez, pareil, trouver des tutos assez facilement et corriger les erreurs. Et ensuite, aller optimiser vos flux produits. Ce sera dans une seconde étape. Il faudra activer dans le Merchant Center les fiches gratuites. D'accord? Donc, Merchant Center, d'un côté, va pouvoir diffuser vos produits sur des campagnes publicitaires shopping, Pmax, par exemple, côté Google Ads, mais va pouvoir aussi diffuser vos produits sur des fiches gratuites de Google dans les onglets shopping. Et alors, pourquoi on fait ça? Donc, on va identifier les produits winners. Comme je vous l'ai dit, moi, je vous propose de faire déjà un top 10 pour être vraiment à l'aise avec l'exercice. Et puis après, d'élargir un petit peu le spectre de votre catalogue. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà si je sais que j'ai un produit winner, bah, moi, je vais le pousser partout. Donc, je le pousse sur mes campagnes d'acquisition, soit de l'ADS. Je peux pousser aussi, bah, pourquoi pas, dans le mon SEO, parce que si j'ai déjà un petit peu de longue traîne sur des produits qui arrivent à bien se positionner, bah, je vais faire un petit peu ce travail-là. Et sur mon site, on-site, il ne faut pas oublier, hein, votre site, c'est aussi votre vitrine. Hein, on prend le parallèle avec une boutique physique. On a la vitrine quand on passe devant, qui est la page d'accueil. On arrive dessus. Si vous avez des produits winners parce qu'ils sont dans la tendance, parce qu'ils correspondent à une recherche en ce moment, mettez-le sur la page d'accueil. Mettez-le par exemple dans les sliders avec le mettre vraiment en avant. On peut vraiment le booster sur la page d'accueil, soit dans des encarts publicitaires, pas des encarts publicitaires, mais des encarts vraiment promotionnels, on va dire. Quand je dis promotionnel, ça ne veut pas forcément dire un prix, mais c'est la mise en avant d'un produit. Vous pouvez le mettre voilà, sur une zone définie sur la page d'accueil. Le même exercice est à faire aussi sur la page catégorie. Quand vous vous cherchez un t-shirt, vous avez un super t-shirt qui cartonne, bah, quand les internautes vont dans la catégorie t-shirt, mettez un ordre dans l'affichage de vos produits dans la page catégorie. On a une lecture naturelle qui part du haut à gauche vers le bas à droite. Il faut suivre cette tendance-là. Donc, remontez vos produits winners en haut de la page catégorie. Plus vous allez les remonter, plus ce seront les produits les plus vus. Et donc, s'ils sont déjà winners, vous donnez plus de chances d'aller améliorer vos ventes, de croître vos ventes sur ces produits-là. Vous pouvez aussi mettre un badge distinctif. Donc ça, vous savez, vous avez des petits labels en fonction des CMS qui va mettre nouveau, par exemple, ou à pas louper, à faire, etc. Vous pouvez aussi créer des cartouches, c'est-à-dire peut-être un fond de couleur différent qui est un cartouche sur ces produits-là pour vraiment les mettre en avant. Il faut les mettre en valeur. Et donc ça, il ne faut pas hésiter. Ce sont des petits tips, mais qui peuvent faire la différence et qui peuvent augmenter vos ventes d'une façon assez rapide. On va faire la même chose pour identifier les pages à fort potentiel. Alors, on va utiliser un rapport GA4. On va aller dans les pages écran, page de destination. Moi, je commencerai par page de destination et après page et écran pour sélectionner vos meilleures pages. Par exemple, ici, je vais expliquer. On va dans ce rapport-là. On va dans page de destination. Et là, on va voir la liste de nos meilleures pages qui ont généré le plus de sessions, par exemple. Toutes sources confondues, que ce soit du social, organique, que ce soit du SEO, etc. On va regarder quelles sont les pages qui génèrent le plus de trafic entrant. Souvent, dans nos cas, dans le e-commerce, ça va être du blog parce qu'on va répondre à de l'informationnel, on va être sur de la longue traîne. Du coup, on va générer une multitude de trafic entrant comme ça sur des pages qui ne sont pas des pages monnaie. D'accord? Ce pas des pages business, ce sont des pages plutôt informationnelles. Mais comment on peut capitaliser sur ce trafic-là? Parce qu'en général, ce trafic, il arrive, il va lire le contenu et puis il repart. Il ne va pas passer à l'achat. Il ne va pas avoir le réflexe d'aller voir votre site, de changer, d'aller dans les menus, de trouver la catégorie, d'aller voir vos produits. Donc, on va mâcher un peu le travail de votre trafic. En tout cas, encore une fois, ça se teste. On est vraiment dans des phases de test. Qu'est-ce qu'on peut modifier pour aller essayer d'aller chercher du taux de conversion? Eh bien, on va aller intégrer dans les pages un CTA, par exemple. D'accord? Donc, on va analyser et identifier les meilleures pages qui ont un taux de session importante, qui ont un taux d'engagement. Taux d'engagement, ça peut être une durée passée sur la page, ça peut être du scroll dans la page. On sait qu'ils voient le contenu. Par exemple, si vous avez des contenus de 1000 mots, par exemple, sur une page, c'est hyper informationnel. Vous pouvez analyser
bah, justement le scroll. Est-ce qu'il voit que 50% de la page? Est-ce qu'il descend jusqu'à la totalité de la page? Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt pour le trafic entrant. Et à ce moment-là, on va pouvoir positionner un CTA, donc un call to action, dans mon contenu, d'une façon évidemment intégrée la plus naturelle possible, que ça correspond au bon moment dans ma page au produit qui va répondre aux besoins de mon lecteur, de mon visiteur, pour pouvoir lui indiquer, bah, tu vois cette problématique, tu cherches de l'information, je te donne l'information, je te donne les réponses, bah, moi j'ai un produit qui correspond. Et on va l'inciter à cliquer là-dessus. Et donc ça, vous pouvez rentrer en phase de test. Vous faites ça sur une ou deux pages, par exemple, au début, et vous allez suivre un petit peu les clics. Vous suivez si mon CTA il est cliqué, est-ce qu'il me renvoie sur ma fiche produit? Et puis ensuite, derrière, on va voir si ça développe les ventes de ce produit-là. D'accord? Donc ça, c'est, à mon sens, un petit tips aussi que vous pouvez mettre en place d'une façon rapide et qui vous permet de faire des tests. OK? On parlera de la notion de test un petit peu plus loin. Optimiser les flux de produits du Merchant Center, dont j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Ça va maximiser la visibilité sur Google Shopping. Donc, un produit optimisé, ça augmente drastiquement vos chances d'apparaître dans les résultats de recherche. D'ailleurs, dans GA4, vous allez voir aussi tout de suite, bah derrière, est-ce que j'ai du lien entrant, est-ce que j'ai du trafic qui vient de Google Shopping en gratuit, d'accord? Donc ça peut être intéressant. Donc là, il faut bien enrichir. Alors, il y a un petit travail à faire, mais encore une fois, c'est gratuit, c'est vous qui le faites. Il faut bien enrichir vos titres, intégrer les mots-clés pertinents de la requête versus le titre du produit, utiliser des descriptions détaillées, ajouter tous les attributs qu'on a besoin dans du shopping. Google est très vigilant avec ça. De toute façon, ce sera indiqué certainement dans le Merchant Center, dans les erreurs à corriger. Il faut mettre tous les attributs nécessaires. Alors, tous ne sont pas obligatoires, mais fortement recommandés. Et tenir à jour, évidemment, votre catalogue. Et ça, vous allez déjà commencer à positionner des fiches gratuites. Et l'utiliser, si vous faites déjà du Google Ads, par exemple, bah, ça va optimiser ce que vous faites déjà. D'accord? Donc là, l'idée, encore une fois, c'est de qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui avec mon scope actuel, si je fais du SEO, et si je fais aussi du Google Ads, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place. Le dernier point que vous avez évoqué sur les points forts qu'on peut essayer d'exploiter, c'est votre segment. Les segments clients à forte LTV, c'est Lifetime Value. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure un peu en introduction, il est beaucoup plus facile de continuer à faire du business avec un client existant, qui est déjà client chez moi, pour le fidéliser, plutôt que d'aller chercher un nouveau client. Un nouveau client, il faut le séduire, il faut qu'il ait confiance. Avant qu'il devienne client, il va peut-être commencer par un petit panier pour tester le site, avant de faire d'autres achats chez vous, etc. D'accord? Et puis après, toute la campagne de fidélisation, là, ça va être très pertinent derrière. OK? Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est aussi peu exploité. Donc, il existe des solutions, des logiciels, etc., qui permettent de le faire beaucoup plus facilement, mais vous pouvez déjà le faire à votre échelle. Quand vous faites un petit peu votre base de données client, vous savez ce qu'il a acheté, vous savez, vous exploitez le maximum d'informations que vous avez sur ces personnes-là, et en fonction, vous essayez de regrouper par typologie, donc par segment les clients, pour pouvoir après l'exploiter. D'accord? Et ça, n'hésitez pas à utiliser l'IA. D'accord? De le faire à la main, c'est chronophage, ça prend du temps en fonction évidemment de vos volumes de base de données. Mais l'IA peut très bien vous aider de façon très rapide pour vous aider à segmenter votre base client avec assez d'infos. Donc du coup, après, là, c'est un exemple de segmentation, c'est à vous de voir et de l'adapter. Mais voilà, vous pouvez faire par exemple un VIP à haut potentiel, vos clients réguliers. Par exemple, si vous avez un client, vous savez qu'il vient tous les 3 mois, parce que c'est aussi, ça correspond à votre type de produit, hein, c'est toujours pareil. Ok, je les classifie dans cela. Des adeptes fidèles, ça veut dire que ça fait déjà plus de 2 ans, par exemple, qu'ils sont chez vous. Comment vous pouvez les engager davantage? Vous connaissez un petit peu leur sensibilité aux produits, etc. Donc, vous pouvez vraiment pouvoir les pousser. Et puis aussi, voilà, les nouveaux prometteurs, donc c'est-à-dire les premiers achats, mais avec une valeur assez élevée. Ça ne va pas être les acheteurs qui testent un produit. Là, on sait qu'on aura peu de chance. On ne va pas capitaliser dessus puisqu'on ne peut pas trop être sûr qu'ils vont revenir chez nous dans un premier temps. D'accord? Mais vous pouvez en tout cas segmenter, mais ça, vous le personnalisez, vous faites vraiment en fonction de votre business, en fonction de votre thématique, de votre volume, etc. Et ça permet après, derrière, de faire un programme de fidélisation personnalisé. D'accord?
Chaque segment, c'est à vous de vous poser et chaque segment, je fais OK, qu'est-ce que je peux proposer à ce segment d'audience? Qu'est-ce que je vais pousser comme email derrière pour que ce soit très attractif pour eux, que ce soit pas trop agressif, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment à vous de le faire. Vous pouvez utiliser des solutions d'emailing. Alors pareil, il y en a qui sont payants. Vous pouvez trouver des méthodes de le faire qui sont gratuites pour commencer. Et dès que vous voyez que vous trouvez quand même un bon équilibre entre le temps que vous y passez et les résultats attendus, là, vous pouvez envisager d'investir dans un logiciel qui va faire le travail. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de logiciels, Brevo, il y a Klaviyo avec qui on est partenaire aussi, qui permettent de faire des choses quand même assez poussées dans la segmentation, dans l'emailing et même dans du remarketing directement. Donc ça, c'est intéressant. Et là, je vous disais, voilà, un client fidélisé coûte 5 fois moins cher à maintenir que d'acquérir un nouveau. Et donc, tout ça, vraiment, il faut le mettre en tête, intégrer dans votre stratégie client la segmentation et la fidélisation. Il est beaucoup plus coûteux aujourd'hui, et de plus en plus, hein, je pense que tous les commerçants, on est d'accord avec ça, hein, il est de plus en plus coûteux d'acquérir des nouveaux clients. Donc, la rentabilité sur un nouveau client ne sera pas forcément sur la première vente, mais peut-être sur la deuxième ou la troisième, d'où la LTV. Et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Donc, en le mettant en place, vous n'aurez peut-être pas les résultats tout de suite sur les premières semaines ou les premiers mois, mais ça va venir avec le temps, dans les 6, 12 mois, et voire plus loin si vous avez de la rétention assez courte. Donc là, on a vu l'étape 1. Là, je vous passe à l'étape 2. Donc, on a vu tous les points forts qu'on pouvait capitaliser. Commencez par là, on travaille là-dessus. Et tant que vous n'avez pas fait tout le travail des 4 points que je vous ai cités dans l'étape 1, passez pas à l'étape 2. OK? On veut toujours aller plus vite, mais on capitalise. Parce qu'une fois que vous avez capitalisé là-dessus, vous avez une base solide, là, vous pouvez travailler sur l'étape 2. L'étape 2, ça va consister à identifier les points de friction dans tout mon parcours utilisateur. Donc, pour maximiser un taux de conversion et sans dépenser dans votre marketing, il faut identifier les obstacles à chaque étape, jusqu'à la vente. D'accord? Et moi, ma méthode, je l'appelle le reverse funnel analysis, bah, ça consiste à analyser le parcours client, mais en partant de la fin. Qu'est-ce qui vous sert de vente? C'est la vente finale. D'accord? Si déjà votre vente finale, elle est biaisée parce qu'il y a quelque chose qui coince, bah, vous aurez beau améliorer ce qu'il y a en amont, votre taux de conversion à la fin, il ne va pas augmenter. Donc, bon, je vous conseille, je vous recommande fortement de commencer par le bas. On va vraiment commencer par la fin et on va remonter chaque étape du tunnel de commande. D'accord? On va commencer par le tunnel de commande. Ensuite, on va regarder la page panier, la fiche produit, la fiche catégorie, on peut aussi la mettre au même niveau, et la page d'accueil, la home page. Okay? Donc, dans votre GA4, donc là, on peut utiliser du GA4 ou même du Clarity, mais on va partir du GA4 dans un premier temps. On va regarder les points de friction uniquement dans mon tunnel de paiement. Donc, pareil, dans mes rapports GA4, de base, il y a quelque chose qui vous est proposé, qui part de initier le paiement. Donc, on est vraiment sur le begin checkout, c'est-à-dire qu'on est dans le panier, sur la page carte, et on clique pour aller faire l'achat. Donc là, il y a déjà une décision d'achat. On n'est pas juste pour regarder mon panier et qu'est-ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc, on va initier le paiement. Et là, on va passer dans tout le processus. Ajouter les shipping infos. Ensuite, on va ajouter le moyen de paiement. Quel moyen de paiement je choisis pour aller jusqu'à l'achat. Et ici, vous allez identifier à quel moment on perd. Donc, le taux de transition, pardon, ça va être le taux à chaque étape. Étape 1, 2, 3, 4. On voit bien ici que initier le paiement jusqu'à ajout de la livraison, on voit qu'on n'a pas trop de pertes. On est assez OK hein, dans le graphique. Par contre, je vois que de passer à l'étape de ajouter le paiement, là, j'ai un gap, j'ai un delta déjà. Donc là, je dis, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Ça me donne une alerte, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Et encore à la fin, entre ajouter le paiement et l'achat, on voit qu'il y a encore un step. Et là, je veux comprendre pourquoi. Donc, je vais partir vraiment de la dernière étape et de remonter pour essayer d'identifier les points de friction et de mettre en place une campagne de test pour améliorer une page. Regardez si mon taux de transition, mon taux de transformation évolue avec mes modifications. Okay.
Donc, on va analyser l'étape 4 du purchase. Donc, en général, normalement, dans la logique, le taux de transition entre l'étape 3, donc là où je choisis mon mode de paiement, et l'étape 4 doit être faible. Parce que là, je suis décidé à acheter, j'ai juste à choisir mon mode de paiement et je paye. Mais on voit des fois aussi, il y a quelque chose qu'il faut vérifier, c'est les taux de refus des services de paiement. Et ça, vous pouvez peut-être avoir l'indication. Si vous avez un taux élevé de refus, ben, il faudrait peut-être essayer de contacter justement les services bancaires, par exemple, pour pourquoi ils refusent les paiements chez vous. Alors, ça peut être du côté client. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas le solde nécessaire sur leur carte, donc c'est refusé. D'accord? Mais ça peut être, dans certains cas, alors c'est assez rare, mais ça peut, que votre site est identifié sur le service bancaire. Il peut être identifié, blacklisté un peu. Et ça, il faudrait identifier si déjà c'est le cas. Et ensuite, il faut voir pourquoi il y a autant de refus. Donc ça, il y a une petite analyse à faire, essayer d'avoir les réponses. Pourquoi j'ai un taux de refus bancaire qui peut être assez important sur mon site. Sur l'étape 3, donc sur le mode de paiement, bah là, on a des choses déjà qu'on peut vérifier. Déjà, il faut qu'on s'assure qu'il y a un bon fonctionnement de cette page-là. Alors, c'est idem pour le purchase aussi, mais il faut bien vérifier. Est-ce que j'ai un problème technique? Il faut faire vos tests. N'hésitez pas à tester évidemment sur un ordinateur, sur un mobile, mais il faut aussi vous assurer d'essayer sur plusieurs navigateurs. Donc, vous pouvez créer aussi des rapports personnalisés dans GA4 qui vous permet d'identifier, par exemple, si, je ne sais pas, j'ai un taux de conversion sur un desktop qui est de l'ordre de 5%, mais je vois que sur un mobile, je tombe à 0,2%. Donc là, ça peut être un warning, attention, j'ai peut-être une fonctionnalité, un bug technique sur mobile. Et pour aller plus loin, on peut aussi vérifier pour chaque navigateur. Parce qu'on peut très bien se retrouver sur un Safari où ça ne marche pas, alors que sur Chrome, etc., et ça marche. Donc si on voit qu'on a quand même un pourcentage de gens qui utilisent un Safari et qui ne vont pas jusqu'à l'achat, à la conversion finale, parce que c'est un bug technique, c'est dommage, vous passez à côté. Donc ça, il faut bien le vérifier. Okay, donc bien tester sur toutes les, voilà, tester les pages sur tous les devices et les navigateurs. Après, ce qu'on peut retrouver, c'est un manque de réassurance. Il faut rester très simple dans le tunnel, ça c'est sûr, mais vous pouvez très bien y intégrer encore des marques de réassurance. Il faut rassurer votre client, surtout un premier client, dans tout son parcours d'achat. Donc, on peut rajouter, ce que je mets ici, des badges de sécurité, par exemple, que ce soit bien lisible, intégrer tous les logos que vous pouvez trouver d'assurance. Alors, quand je dis tous les logos, c'est pas faire un mur de logos, hein, mais c'est juste ce qu'il faut pour, OK, ayez confiance, on maîtrise. Et souvent, là où ça peut être aussi intéressant à tester, c'est les options de paiement. Souvent, c'est peut-être trop limité. D'accord? Aujourd'hui, on est vraiment, alors pareil, c'est en fonction de votre thématique et votre persona cible, hein. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui est hyper rapide. Et essayez, en tout cas, vous faites les tests sur plusieurs semaines, vous testez un PayPal. Vous voyez comme vous pouvez intégrer un Google Pay ou un Apple Pay. Et vous voyez justement si votre taux de transition et votre taux de transformation évoluent au bout de plusieurs semaines, une fois que vous avez implémenté des nouvelles options de paiement. Et c'est pas rare qu'on voit une grosse différence quand même. Ensuite, on va voir le shipping info. Et là, pareil, il faut faire attention, il ne faut pas être trop complexe. D'accord? On va limiter les champs obligatoires. Il ne faut pas avoir plein de multitudes. J'ai eu, moi, l'occasion de voir aussi des champs assez importants parce qu'on essayait de récupérer à cette étape d'autres informations, comme la date d'anniversaire, comme des centres d'intérêt, des choses comme ça. Donc ça, attention, nouveau client veut dire aussi rapide, etc. Il ne faut pas trop insister. Donc ça, vous pouvez le tester. Vous testez avec ou sans un champ de formulaire et vous voyez s'il y a un taux de transformation qui est plus important ou pas à cette étape. OK? Il faut que évidemment les options de livraison soient le plus claires possible. Il faut que ce soit affiché, les frais, voilà, il ne faut pas cacher, il faut dire tout de suite, il vaut mieux qu'un internaute s'arrête à ce moment-là, qu'il aille à l'étape d'après et qu'il soit déçu parce qu'il voit à la fin qu'il ne s'attendait pas à avoir des frais aussi élevés. D'accord? Donc, soyez clair dans les délais et les frais de livraison. Pareil, le responsive défaillant. Donc, quand on peut avoir sur les options de livraison, on peut avoir aussi en point relais, par exemple. Donc, souvent, les points relais, c'est un peu technique. Vous avez un module qui le fait, mais dès que vous le testez en responsive, bah, c'est défaillant, ça ne marche pas. Et du coup, hop, les gens, ils abandonnent. D'accord? Donc, ça aussi, soyez vigilants, faites le test. Et vous pouvez tester aussi des options de livraison à un moment donné. Vous voulez tester un relais colis, vous le testez, vous voyez ce que ça donne. Est-ce que ça a un taux de transition à l'étape 3 qui est en progression?
alors super, vous répondez à un besoin, vous le laissez. Si au contraire, vous voyez que ça stagne, ou même que ça peut avoir l'effet inverse, vous le supprimez. C'est ça vraiment les phases d'expérimentation. D'accord? Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir un indicateur de progression. Hein, ça, c'est assez classique. Vous le faites le plus simple possible. Il faut que l'internaute voit que voilà, il sait où il en est dans l'étape. Il sait qu'il n'y en a pas encore 5 étapes qui l'attendent. Il y en a 3 ou 4. C'est très clair. On y va. OK? Donc, un formulaire d'expédition optimisé peut améliorer jusqu'à un taux de conversion jusqu'à 15%. OK? Donc, ça, c'est quand même intéressant. Mais c'est à tester encore une fois en fonction de votre site et de vos clients. Une fois qu'on a fait un petit peu le parcours d'achat, ben on va regarder, OK, c'est quoi juste avant? C'est le panier. Voilà. Et là, on peut avoir des frictions au niveau du panier. Souvent, on va utiliser de base le panier du CMS, mais on peut quand même essayer de le personnaliser un petit peu. D'accord? Et je pense que moi, cette page-là, elle est vraiment sous-exploitée. Moi, ce que je conseille, c'est aussi ce que j'appelle moi un tunnel fermé. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans le panier, dès qu'on va rentrer dans l'achat, on va fermer les distractions. C'est-à-dire qu'on sort, on cache le menu, on cache le footer presque, on cache tout, à part la seule direction possible, c'est d'aller à la caisse. D'accord? On va laisser la possibilité de modifier le panier. Il faut quand même que votre client se sente un peu libre de modifier un contenu. Par exemple, un volume, tu vois, j'en ai commandé 2, en fait, finalement, j'en veux qu'un parce que le prix est un peu élevé quand même. Voilà, je veux le faire à ce niveau-là. Je n'ai pas besoin de revenir en arrière pour modifier mon panier, etc. Ça, vous perdez des gens à ce niveau-là. Bien vérifier votre appel à l'action. Hein, le bouton je commande, il faut qu'il soit mis en valeur. Il peut être un peu plus gros, il peut être d'une couleur un peu plus flashy. Il faut, à mon sens, alors on le voit sur d'autres sites, hein, il y a toujours des contre-exemples de toute façon, hein, mais moi j'aime bien qu'il soit au-dessus de la ligne de flottaison. Parce que, alors sur un desktop, après il faut évidemment tester sur le mobile aussi. En fonction, si vous faites plus d'achats sur mobile, vous concentrez d'abord sur le mobile évidemment, mais que ce soit au-dessus de la ligne de flottaison, que ce soit très clair, qu'on ait toutes les informations dont j'ai besoin. Okay, je peux aussi partir, même à ce moment-là, de prévenir que j'ai plusieurs modes de paiement possibles. Si je fais de l'Apple Pay, Google Pay, je peux mettre des petits logos. Ça va tout de suite rassurer, je sais où je vais. Ah, je sais que je peux payer OK en Apple Pay, c'est bon. Des montants très clairs. On peut aussi afficher des éléments de réassurance. On peut avoir des avis clients comme des notes Trustpilot par exemple, on peut le remettre ici. On peut rajouter aussi des notions de satisfait remboursé. Ça, c'est quelque chose qui augmente votre taux de conversion parce que les gens se sentent confiance, ils peuvent y aller. Donc, de toute façon, c'est la légalité, on doit le respecter, donc on peut l'afficher pour réassurer un petit peu notre client. Et à ce moment-là, aussi, on peut rajouter du cross-sell. On peut rajouter des produits à ce moment-là. Moi, ma politique, c'est attention, on ne peut pas tout présenter. Moi, j'aime bien proposer des bundles qui sont en lien avec le produit ou les produits qu'il y a dans le panier. Et ça, c'est ce que fait très bien Amazon, par exemple. Hein, quand vous avez vu, quand vous sélectionnez un produit sur Amazon, il va vous proposer un bundle d'associer avec 2 autres produits et ça fait augmenter votre panier. Mais il faut que ce soit cohérent. Il faut essayer de sortir quand même de genre les internautes ont aussi aimé ces produits. Souvent, c'est mal configuré, c'est un peu par défaut. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que les produits ne correspondent pas avec mon produit panier, ça n'a rien à voir. Je vois pas l'intérêt, moi, d'aller prendre un autre produit, etc. Par contre, si vous travaillez vraiment plutôt en mode pack, bundle, comme ça, comme je l'appelle, et ben là, ça peut être intéressant parce que je prends mon t-shirt que j'ai sélectionné sur le site et que je vois, je propose un pantalon qui fait la tenue avec mon t-shirt, ben là, ça peut être intéressant pour moi. Après, à vous de voir si justement le prix est intéressant quand il fait un bundle. Il prend les deux, ça lui coûte peut-être 5% moins cher. Et là, ça peut être intéressant. Donc, bien le mettre en avant d'une façon simple, très explicite, et qui laisse le choix à l'internaute. Mais là, vous travaillez, vous optimisez votre panier. Donc ça, c'est à tester. Et vous voyez si vous pouvez augmenter déjà votre panier moyen. Donc là, ça va augmenter vos revenus. D'accord? Ça, c'est l'objectif. Ensuite, on va remonter et puis on va regarder ce qu'on a en réflexion sur la fiche produit. Donc, une fiche produit, elle doit être, à mon sens, simple. Très simple, accès à l'information du produit et au-dessus de la ligne de flottaison, encore une fois. Moi, je vise que ça. Donc, le prix, il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté de prix caché qui est un petit peu, un peu flou, voilà, qu'on aura la mauvaise surprise à la fin. Donc, ça ne marche pas. On remonte aussi des avis clients à ce niveau-là. Mon bouton ajouter au panier, il doit être accessible et visible. Alors, quand je dis accessible, c'est la ligne de flottaison, certes,
Mais attention, sur mobile, je vois très régulièrement que mon bouton ajouter au panier est caché par le petit chatbot que j'ai mis sur mon site, du WhatsApp ou même un chatbot que j'ai installé. Et souvent, il est positionné en bas à droite, au même endroit que mon bouton. Et du coup, ah, il n'est pas accessible pour moi à ce moment-là. Donc ça, c'est à tester. Testez votre position des boutons, regardez, suivez les taux de clic sur le bouton et voyez si justement il y a une problématique justement de superposition avec un chatbot que vous aurez mis en place. Vous pouvez aussi indiquer les modes de paiement. Les paiements en plusieurs fois, par exemple avec Klarna, etc. Vous pouvez l'indiquer aussi tout de suite en amont. Ça fait que on dit OK, je peux payer, il y a plusieurs modes de paiement, on peut payer en plusieurs fois par exemple. Ça c'est intéressant de mettre. Les photos produits, ça doit être impeccable. Essayez aussi de sortir, si vous vendez des produits qui sont d'un catalogue qui peut être national, vous avez des concurrents qui vendent les mêmes produits, aujourd'hui, essayez de personnaliser un peu plus les photos. Ça, c'est vraiment, ça va faire un effet déjà de distinction. Et en plus, ces photos que vous allez retrouver dans vos Full Product Merchant Center, quand ça va se retrouver sur le Google Shopping, il y aura une distinction de photos. Donc ça peut être intéressant. Une mise en situation, shoot pack différents, etc. L'IA peut vous aider. On a des IA aujourd'hui qui peuvent faire le job. Et ça, donc il faut pas passer à côté. Ça va être la partie vraiment, on va dire en haut de la ligne de flottaison. Et sous la ligne de flottaison, on va mettre un max d'infos. Parce que les visiteurs, les internautes, ils cherchent de l'information. Donc, vous pouvez faire une description plus précise, les caractéristiques du produit, etc. Essayez de rendre votre contenu unique, parce que si vous utilisez des fiches fournisseurs, bah, la plupart de vos concurrents vont faire la même chose. Donc, où est la valeur ajoutée? Donc, vraiment, essayez de faire ça. L'IA peut vous aider également à réécrire un petit peu vos fiches produits. D'accord? Essayez de faire de la mise en situation des produits, quand c'est possible. D'accord? Porter, mise en situation sur une table, etc. Ça peut être justement aussi intéressant hein, dans le fait que ça va séduire votre client. Essayez de mettre de la vidéo. La vidéo, on peut la mettre soit directement au niveau des carousels ou on peut le mettre vraiment sur la ligne. On voit aussi une tendance maintenant sur des e-commerçants de ne pas faire de carrousel, de mettre toutes les photos d'un coup. Pourquoi pas? Ça fait descendre une ligne de flottaison, mais au moins on a toutes les infos. Essayez de mettre de la vidéo produit, de l'UGC, du témoignage, de la mise en situation du produit en vidéo, même si c'est très court, ça peut être assez pertinent. Mettez aussi en avant les avantages de passer par vous, livraison gratuite, etc., conseils en ligne et tout. Et vous pouvez aussi proposer des bundles liés à ce produit-là. Ok, ça, il ne faut pas hésiter. Et encore une fois, ça reste dans du test. C'est des recommandations, mais c'est à tester. On remonte à la page d'accueil. Alors, la page catégorie, ce sera un peu similaire à la page produit, mais on va passer à la page d'accueil. Et celle-là, il faut bien la travailler. C'est-à-dire que, voilà, on peut avoir 65% de taux de rebond sur la page d'accueil. Il faut vraiment que ce soit une proposition très claire dans votre univers de marque. Qu'est-ce que vous proposez? Mettez en avant, évidemment, ce qui peut être intéressant tout de suite et rafraîchissez votre page d'accueil le plus régulièrement possible. Ça, c'est bien aussi pour vos internautes. Ils voient que voilà, vous avez une animation commerciale, ça tourne, si vous êtes actif dessus, c'est parfait. OK? Il faut, allez, 3 secondes à peu près pour le temps de décision pour savoir si je suis au bon endroit. Parce que là, ça me plaît, je comprends l'offre, je sais ce qu'ils vendent, etc. Et on peut avoir jusqu'à 24% de clics perdus. Donc, les clics perdus, Clarity peut nous aider, c'est pour trouver, là, on pensait que c'est un clic et en fait, il n'y en a pas. Et ça aussi, pareil, c'est à optimiser et on travaille dans de campagnes d'expérimentation. Donc, les outils d'analyse pour les points de friction, on a donc GA4. On va regarder les taux de sortie, les entonnoirs, les pages, toutes les pages voilà, où ils sortent vraiment. On va identifier toutes les étapes problématiques. On a le Clarity Microsoft, qui est un super outil qui va regarder les heatmaps, c'est-à-dire à quel endroit les gens cliquent. Ça peut faire des recordings, c'est-à-dire que ça va enregistrer la session de votre internaute. Donc, vous allez voir un petit peu son parcours, hein, ce qu'on appelle le scroll depth, c'est vraiment le scroll, est-ce qu'il va tout en bas ou pas, et on observe son comportement. Et ça, dès que vous avez un max d'informations, vous pouvez trouver des patterns qui posent souci et à optimiser. Donc, créer un compte Clarity. Alors, encore une fois, c'est un outil gratuit. Il faut l'implémenter après sur votre site, mais alors soit vous avez des modules, soit vous passez par Google Tag Manager, qui est aussi un outil gratuit de Google qui permet justement de la gestion de balises. Et en plus, Clarity, lors de votre onboarding chez Clarity, vous propose de connecter votre GA4, votre Google Ads et GTM aussi, d'une façon très simple. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, vous avez un max d'outils. Donc pareil, il y a beaucoup de tutos sur Clarity. Mais vous pouvez analyser donc, ce qu'on appelle les cartes thermiques. Donc, les cartes thermiques, ça va être tous les points qu'on voit sur la zone
les zones rouges, ça veut dire que c'est souvent cliqué. Donc là, on voit par exemple sur la bannière de cookies, on voit que fermé, c'est là où ça clique à fond. Mais on va voir le volume de clics aussi, etc. Sur chaque, par exemple, le menu, là c'est la page d'accueil, on va voir s'il scrolle tout en bas. Donc on va vérifier, est-ce qu'il voit mes offres promotionnelles? Parce que si personne descend en bas alors que mon offre promotionnelle est en bas, déjà je peux la remonter, d'accord? Et je fais un test pendant plusieurs semaines, est-ce que ça change ou pas? On enregistre les sessions, donc ça on peut observer le comportement des utilisateurs. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est aussi, on peut avoir ce qu'on appelle du wedge click, c'est-à-dire des endroits où ils vont cliquer, des points de friction, ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a tout un tas d'outils, de fonctionnalités pardon, dans chez Clarity, qui est vraiment pertinente et qui est assez simple à prendre en main. Donc voilà, pas hésiter, faites-le, ça ne coûte rien. L'étape 3, donc là, on est vraiment dans l'étape de mettre en place une campagne d'expérimentation. On va partir d'en bas, on part de l'hypothèse. Donc, mon hypothèse, quand je reprends par exemple ma page de mes modes de paiement, je pars de l'hypothèse que je n'ai pas assez de modes de paiement rapides. Donc, je vais l'implémenter, je passe au changement, j'implémente un Apple Pay, par exemple. Et ensuite, j'attends, je laisse tourner et je vois les résultats. Et je vois si ça a un impact ou pas. Pour tester sans outil payant, vous faites des comparaisons de périodes en AB et ça, vous le faites vous-même. Vous changez par exemple l'ordre des produits dans votre page catégorie, vous ajoutez un mode de paiement, tout ce qu'on peut voir dans chaque étape, vous le faites. Clarity, analyse comportementale. On va observer les changements dans le comportement utilisateur et ensuite on peut aller dans les micro-indicateurs avec GA4 et là on va aller regarder les taux de transition, les taux de conversion, les clics, les scrolls, etc. Okay. J'accélère un petit peu puisqu'on arrive au bout, je parle beaucoup. La checklist par zone. Dans mon tunnel, on va simplifier le processus de paiement. On rajoute des éléments de rassurance, on rajoute des modes de paiement rapides, on tente du cross-sell, on le teste, on voit si ça apporte de l'amélioration dans mon business ou pas. Dans mon panier, on va rendre le CTR, on va le modifier, on change de couleur, on le met un peu plus gros. On peut afficher les modes de paiement, on remet un petit peu d'avis client, les avantages, on propose des bundles. Fiche produit, le prix. Est-ce que je modifie mon prix? Est-ce que ça marche? Parce que ça se trouve, vous faites au lieu de 40 €, vous faites à 39,99 et ça se trouve, vous faites 2 points d'évolution de croissance. Le CTA, bien clair. On peut aussi mettre les modes de paiement, remettre des avis clients, essayer de jouer avec les photos, les vidéos, vous pouvez rajouter. Hein, les UGC en vidéo, c'est vous filmez avec un iPhone, hein, donc vous le faites vous-même, hein, pas besoin d'avoir un studio vidéo. Et la page d'accueil, pareil, clarifier la proposition de valeur, afficher les produits best-sellers. Et comme on avait au démarrage, dès que vous avez identifié vos best products, bah, vous les remontez dans votre page catégorie, dans votre homepage. L'étape 4, j'analyse. Bah, je regarde sur la durée, je regarde dans Clarity, dans GA4, et je vais comparer. Je peux me créer des dashboards personnalisés, par exemple avec Looker. Je remonte mes infos et je vais avoir est-ce que avant, après, est-ce que j'ai de l'amélioration ou pas. Je prends ma décision ensuite. C'est je garde, j'ajuste, je priorise ou je teste autre chose. Et on tourne ainsi de suite et on va itérer. D'accord? Je veux savoir si mon changement a un impact positif qui est mesurable. Et on ajuste en permanence. Pas hésiter. L'étape 5 est la dernière étape, c'est itérer et améliorer continuellement. Je veux dire, ça sera en permanence. On continue les tests tout le temps. On pense toujours que c'est une seule phase, mais il faut le faire en permanence. Et surtout que dans des phases d'expérimentation, on va tester une variante à la fois. D'accord? Quand je veux modifier mes modes de paiement, je vous conseille, ou ma page panier par exemple, je vous conseille de faire un A/B test à la fois. Je ne vais pas changer toute ma page panier, je change un élément. J'attends, je regarde. Je change un deuxième élément. J'attends, je regarde. OK? Je collecte les données. J'analyse. Je vais formuler de nouvelles hypothèses. J'implémente et je mesure. Et je vous assure que ça, c'est un vrai travail. Et là, ça va vous prendre vraiment, ça peut prendre une année pour tester. Donc, pour mesurer, pour résumer, pardon, on capitalise les forces, on identifie et on va amplifier ce qui fonctionne bien. Je remonte tout mon parcours utilisateur. J'analyse chaque étape de mon tunnel. J'identifie mes points de friction. Je teste à mon échelle et je valide les changements. Et on ira vraiment au bout d'aller chercher du taux de conversion supplémentaire et développer votre chiffre d'affaires. Donc voilà, j'ai été un petit peu plus rapide sur la fin parce que le temps passe vite. Je vais regarder s'il y a quelques questions au niveau du chat. Hop.
Alors, hop, tac. Hop, alors là, j'arrive pas à voir les questions. Alors, j'ai une question de Marc. Comment identifier une friction liée à l'UX ou un bug technique? Alors, moi, ce que je fais pour analyser justement un bug technique, je vais dans mon GA4. Alors, dans GA4, je vais regarder déjà mon parcours et je vais essayer d'analyser à quel moment je vois qu'il y a un taux de transition qui est un petit peu dans les choux, quoi, qui tombe assez sévère. Et là, il faut segmenter un peu mon test. Je vais regarder sur le navigateur. Est-ce que déjà c'est sur ordinateur? Est-ce que c'est sur mobile? Est-ce que c'est sur quel navigateur en mobile et en ordinateur? Et il faudrait reproduire, en fait, essayer de reproduire le bug, reproduire le parcours sur ordinateur, sur mobile, etc. et continuer d'avancer. Voilà, c'est comme ça qu'on peut identifier des bugs techniques. Et l'UX, c'est plus avec Clarity. L'UX va nous dire là où c'est cliqué, où est-ce que les gens cliquent, où est-ce qu'ils vont plus focaliser leur parcours acheteur. Une question de Mélanie. Peut-on identifier les étapes exactes où les utilisateurs quittent le tunnel d'achat? Alors oui, ça on peut le faire. Dans GA4, vous pouvez aussi créer vos rapports, des reporting personnalisés pour identifier toutes les pages de sortie. Et on se focalise alors soit sur le parcours d'achat ou sur le parcours de paiement. Et on regarde évidemment, le taux de transition, c'est la première chose, mais on va regarder à quel moment ils s'en vont. Donc ça, vous pouvez le faire. Moi, je le fais avec GA4 en général. Une autre question. Bonjour, comment faire quand on vend un monoproduit ou 3 produits max? Alors là-dessus, il n'y a pas d'identification de produit winner. Vous en avez que 3, par exemple. Et prenez l'étape 2 qui est analyser les points de friction. Vous analysez les points de friction. Vous regardez qu'est-ce que je peux modifier dans mon tunnel et faire des tests. Même si vous pensez que c'est OK, faites un test et regardez si vous pouvez faire un bundle sur vos 3 produits. Est-ce que c'est 3 produits qui peuvent marcher ensemble et vous faites une offre sur 3 produits ou alors vous pouvez tester des couleurs de boutons différentes. Vous pouvez ajouter encore tout ce que je vous ai évoqué dans la checklist, faire des tests de mode de paiement, etc. par exemple. Et je crois que j'avais encore une autre question. Alors oui, une question voilà, de Maud pour savoir si on peut envoyer cette présentation après le webinaire. Donc oui, il n'y a pas de souci. La présentation sera disponible. Ça, on pourra vous l'envoyer pour l'envoyer par mail. S'il y a toute autre question, moi je reste disponible. Vous avez mon LinkedIn. Pas hésiter, soit vous nous envoyez un mail directement à l'agence, soit vous passez par mon LinkedIn. Il y a d'autres questions. S'il y aura un replay, il me semble aussi qu'il sera à disposition. Donc, regardez le replay tranquillement, regardez le diaporama qu'on va vous fournir et je resterai à disposition si nécessaire. Voilà. Je vais peut-être prendre encore une dernière question. Y a-t-il intérêt à faire du Merchant Center lorsqu'on va en B2B? Alors, à tester, ça peut tester. Moi, je pense que oui. Ce qu'il faut voir, c'est votre SERP. C'est-à-dire que Merchant Center, de toute façon, ça ne vous coûte rien. Vous le faites, vous mettez votre flux de produits. Ce qu'il faut voir, c'est quand vous tapez votre produit B2B dans la SERP de Google, est-ce que Google affiche des produits? Voilà, c'est la première chose à faire. Si vous voyez que Google, il affiche un onglet shopping où il affiche des produits, alors oui, 100%, allez-y. Au pire, ça affiche pas, mais ce sera déjà prêt. Vous savez, Google aussi évolue. Et dès qu'il va comprendre la requête, il peut changer la SERP. Donc, il va peut-être afficher des produits à un moment donné. Donc, si vous avez déjà préparé un peu le terrain, vous serez visible tout de suite, déjà sur les fiches gratuites. Donc, moi, à mon sens, ce sera un conseil. Je vous dirais oui, quoi. Voilà, je vous dirais oui. Eh ben, je crois que c'est bon. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. N'hésitez pas encore une fois, on va faire le nécessaire pour avoir les slides. Posez nos questions par mail ou vous n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et je me ferai un plaisir de répondre. Voilà, merci à vous, passez une très bonne journée.